Bonsoir à tous et bienvenue dans Autrement politique, l'émission qui pose un regard différent sur les grandes questions de la politique ivoirienne. Ce soir, nous avons un programme riche et varié pour mieux comprendre les enjeux qui façonnent notre société. Nous débuterons avec un sujet central, la dette publique. Quels défis pour l'économie nationale? Quelles implications pour les citoyens? Nous tenterons d'y voir plus clair. Ensuite, nous aborderons un autre sujet tout aussi crucial, le dialogue politique. Cette exigence est réaffirmée par l'opposition pour parvenir à une démocratie plus apaisée. Enfin, nous nous intéresserons à l'ordonnance portant organisation de la société civile, un texte qui suscite des réactions contrastées parmi les acteurs concernés. Autrement politique, c'est l'émission qui vous donne les clés pour comprendre les enjeux du moment en donnant la parole à ceux qui font et influencent la politique avec des interventions variées et des analyses approfondies. Autrement politique, c'est l'émission pour vous, pour nous, pour tous. Dans toute démocratie, la société civile joue un rôle clé, celui de contrepoids, de vigile, d'acteur du changement. Mais lorsqu'un cadre législatif vient modifier son fonctionnement, cela peut susciter des inquiétudes, voire des contestations. C'est le cas de la nouvelle ordonnance portant organisation de la société civile ivoirienne. Quels sont les points de crispation? Cette nouvelle ordonnance est-elle une innovation ou une contrainte? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Pulchéri Balé, présidente de l'ONG Alternative Citoyenne, et Monsieur Ebrahim Yao, président de la plateforme de la société civile ivoirienne. Bienvenue à vous sur notre plateau. Merci. J'aimerais vous poser la question de savoir, que reprochez-vous à cette nouvelle ordonnance? Bon, reprochons beaucoup de choses, mais avant d'en parler, on souhaiterait préciser le contexte. Avant le 12 juin 2024, les organisations de la société civile étaient régies par la loi 1960-315 du 21 septembre 1960. Et ils ont estimé que l'évolution du contexte national et international nécessitait une nouvelle loi. Donc en 2019, l'Union européenne, à travers son projet LIAN 2, a financé le ministère de l'Intérieur pour l'élaboration d'une nouvelle loi. Et cette nouvelle loi a suscité des consultations, ou du moins l'élaboration de cette nouvelle loi a suscité des consultations auxquelles nous avons été associés. Et le dernier atelier que nous avons tenu, c'était en septembre 2021. Après, on n'a plus eu de suite. Jusqu'au 12 juin 2024, où l'ordonnance nous a surpris. Donc, par rapport aux griefs, nous avons des griefs. Excusez-moi, est-ce que cette ordonnance qui a été publiée le 12 juin 2024, est-ce qu'il y a des points de différence entre cette ordonnance et les éléments sur lesquels vous travaillez durant l'élaboration d'une ordonnance en 2019? Elle est pire. D'abord, elle est pire que la loi de 1960. Et les propositions qui ont été faites dans les premières consultations n'ont pas été prises en compte. Quelles sont ces propositions? Par exemple, séparer les organisations cultuelles des organisations de la société civile. Comme par exemple, cet article 22-là, dont on ne voulait pas. Que dit l'article 22? L'article 22 dit que on peut dissoudre les organisations de la société civile en Conseil des ministres si on estime qu'elles menacent l'ordre public, la paix sociale, sans préciser tout ce qu'on met dans ces mots, menace, ordre public, qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas oublier que l'ordre public est le délit générique qu'on colle à tous les prisonniers politiques. Le jeudi dernier, il y a des jeunes gens qui ont voulu faire une grève de la faim. Ils sont partis voir, ils ont écrit au cardinal et au COSIM parce qu'ils voulaient faire leur grève de la faim, soit à la cathédrale, soit à la mosquée du plateau. Et pendant qu'ils étaient dans le bureau du vicaire du cardinal, on vient pour les arrêter.
Là, ils ont fait quoi? Quel ordre public ils ont troublé? Et le vicaire s'oppose à leur arrestation. Excusez-moi, Restant dehors. excusez-moi, mais les lieux de culte sont également des espaces publics, fréquentés par d'autres personnes. Donc, quand vous faites une manifestation au sein d'un espace cultuel, vous êtes dans un environnement public. Donc, vous troublez l'ordre. Un environnement public ne signifie pas qu'on trouble l'ordre. L'ordre est défini en principe. On dit par exemple que pour circuler sur les routes, au feu rouge, on s'arrête. Au feu vert, on avance. C'est ça l'ordre. Donc, quand moi je viens ou dis que le feu est vert, mais je veux quand même m'arrêter, je bloque les autres. C'est ça troubler l'ordre public. Mais quand je décide de faire une grève de la faim, de me faire du mal à moi-même pour revendiquer quelque chose, et pas en masse, et mon activité ne menace rien qui s'exerce habituellement, quel ordre public je trouve là? On n'a plus le droit de prendre des décisions. La liberté de penser, la liberté d'expression, c'est ça qui est atteint ici. Donc, on a des raisons de nous méfier de ce texte qui va renforcer l'état policier dans notre pays. C'est-à-dire, C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on est dans tout sauf une démocratie. vous êtes dans une démocratie, vous êtes sur un plateau télé, on vous reçoit pour parler avec vous d'un sujet qui suscite votre intérêt. Donc, La je démocratie ne se limite pas au débat télévisé. D'accord. La démocratie, c'est le respect des principes démocratiques. Et dans ces principes démocratiques-là, il y a la liberté d'expression, d'association, qui sont des droits constitutionnels, la liberté de culte, qui est un droit constitutionnel, que cette ordonnance menace. Merci, Madame. Donc, voilà. Merci, Madame. J'allais ajouter qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est dans une démocratie. Merci, Madame Balé. Vous avez parlé du fait que dans une démocratie, il y a la liberté d'expression, la liberté d'association. Nous avons avec nous M. Ibrahim Yao, président de la plateforme de la société civile en Côte d'Ivoire. Est-ce que les organisations de la société civile n'arrivent pas à s'exprimer en Côte d'Ivoire comme le prétend Madame Balé? Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez afin que je puisse me prononcer au nom du conseil d'administration des 36 organisations que nous présidons. Vous savez, il est très important de le souligner, comme Mme Pichel Barry l'a dit, l'ordonnance 2024-368 du 12 juin 2024 pose problème. C'est de ça qu'il s'agit. Ça pose problème parce que il n'y a pas eu de consultation. Elle allait plus loin. Elle a même donné des orientations, à savoir depuis 2019, c'était un projet de loi. Des consultations étaient en cours. Et tout d'un coup, nous nous retrouvons avec une ordonnance sur les réseaux sociaux, dans les journaux officiels. C'est de ça qu'il s'agit. Et on nous fait ressortir dans le motif de l'exposé, dans l'exposé des motifs, que ce projet de loi, pas ce projet de loi, mais cette ordonnance a bénéficié dans sa rédaction du concours des différentes organisations de la société civile ivoirienne, ce qui est archi faux. Est-ce que ce n'est pas en partie parce que cette ordonnance reprend certaines propositions faites durant la consultation de 2019, par exemple? Non, pas du tout. Vos expositions qui ont été prises en compte, Mme Pichou-Barré l'a dit, n'ont pas été prises en compte. Aujourd'hui, on nous met dans le même panier que les djihadistes, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ceux qui font les blanchiments d'argent, on nous met dans le même panier. Mais nous, en tant qu'organisation de la société civile ivoirienne, nous sommes d'abord des défenseurs des droits de l'homme. Et notre constitution, en son article 26, nous protège nos droits fondamentaux. Donc aujourd'hui, nous sommes menacés d'existence, c'est de ça qu'il s'agit. C'est quoi nous disons haut et fort que cette ordonnance, elle ne doit même pas exister. Parce que si elle existe, je vous le dis clairement, la démocratie en Côte d'Ivoire est carrément éliminée. Je ne dirais pas éliminée, mais n'a plus d'existence. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé du fait d'être associé à des djihadistes. Est-ce que ce n'est pas en partie parce que cette ordonnance-là, justement, exige de la part des organisations de la société civile qu'elles aient des sources de financement qui ne soient pas sous influence terroriste, par exemple? Parce que
pour un État, j'estime légitime que cet État-là se pose la question du fonds, sur les fonds qui permettent aux organisations de la société civile de fonctionner. Si effectivement ces fonds sont issus des réseaux terroristes, il y a raison de s'inquiéter. La loi, elle est élaborée pour répondre à un problème social, en général. On ne fait pas les lois dans le hasard. C'est par rapport au contexte qu'on décide qu'il faut une loi. Depuis quand dans ce pays, un responsable de la société civile a été condamné ou interpellé parce qu'il mènerait des actions en concertation avec des terroristes ou qui blanchiraient de l'argent? Ceux qui blanchissent l'argent ici, là, ils ne les connaissent plus. Ce n'est pas parce que ça ne s'est jamais produit que ça ne se produira jamais. Oui, mais la loi sur le terrorisme et la loi sur le blanchiment d'argent s'appliquent à tous les citoyens, dont les responsables de la société civile. Donc, quand on est logique, quand on prend un texte pour la société civile, il y a un minimum. Le minimum, c'est de tenir compte de ce que dit la Constitution. Et que dit La Constitution nous donne des droits. Tout le chapitre des droits et libertés, là, la Constitution nous donne des droits. Cette ordonnance qui est destinée à la société civile ne comporte rien sur les droits de la société civile, sur le rôle de la société civile. On n'a même pas cité l'article 26. C'est grave. Et que dit l'article C'est très grave. L'article 26 dit que la société civile participe à l'expression de la démocratie. Elle contribue au développement économique, social et culturel de la nation. C'est ce que l'article 26 dit. Et justement, parce que l'article 26 dit cela, si on voulait être dur, on aurait exigé une loi organique. Parce que dans l'article 101 de la Constitution, on dit que tous les structures et systèmes mentionnés dans la Constitution peuvent faire l'objet d'une loi organique. Nous nous contentons d'une loi ordinaire et on nous fait régresser avec une ordonnance qui est de la seule volonté du président de la République. Et en principe, l'ordonnance doit être adossée à une loi d'habilitation. C'est quelle loi d'habilitation qui lui a donné le droit de prendre une ordonnance sur les droits et libertés? Est-ce que de manière unilatérale, cette ordonnance-là met fin à toutes les libertés des organisations de la société civile? Oui, parce que nous sommes dans un État policier. Un État où on t'arrête sans preuve. Et puis toi qu'on a arrêté là, c'est toi qui dois donner la preuve que tu n'as rien fait. C'est pas eux. Ça dit pour rien comme ça, on t'attrape dans la rue, on te colle des chefs d'accusation. Pourquoi moi, jusqu'à présent, on ne m'a pas jugé? Mais parce qu'il n'y a pas de preuve. Sans preuve, on t'arrête, on te met en prison. C'est maintenant, on va chercher les preuves. Et quand on n'en trouve pas, on t'a déjà causé des préjudices, il n'y a même pas de réparation et la vie continue. Ça, ce n'est pas un État démocratique. Donc, on s'inquiète. On s'inquiète parce que déjà, le code pénal même est anticonstitutionnel. Il y a des institutions. Donc maintenant, on veut prendre une autre loi qui est anticonstitutionnelle. Et toutes ces lois-là nous concernent, nous tous. Il y a des institutions qui vous permettent de faire valoir vos droits. Les institutions en Côte d'Ivoire ne fonctionnent pas. Ah bon? Oui, je le disais tantôt, il n'y a pas de séparation des pouvoirs en Côte d'Ivoire. Dans une démocratie, on a l'exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, les juges ne sont pas libres. En douce même, eux-mêmes, ils te disent, c'est pas moi. Il y a un problème. Le juge devait être libre de dire le droit. C'est pour ça qu'on les paye à un autre argent. Ils font partie des fonctionnaires qui ont les plus gros salaires. Et ils ne sont pas libres de dire le droit. L'Assemblée nationale, ce n'est pas la peine. Pourquoi on demande qu'on change la CEI? Mais c'est pour garantir, ce n'est pas seulement pour l'élection présidentielle. C'est pour garantir qu'aux prochaines législatives, on ait des députés qui émanent effectivement du choix du peuple. Il y a des gens qui sont assis là-bas, on ne sait pas ce qu'ils font. C'est à Saleh Temoko, on entend. Ils sont censés nous représenter. Donc, l'Assemblée nationale même est une caisse de résonance de l'exécutif. On a un problème. On est dans l'insécurité totale. L'Assemblée nationale ne défend pas nos intérêts. Tu pouvais aller te plaindre à la justice. Là-bas aussi, il n'y a pas de liberté. Finalement, on est dans quel État? On n'est pas dans un État, on est dans un pays tout simplement.
Monsieur Ibrahim Yao, est-ce que par rapport à cette ordonnance, la plateforme de la société civile en Côte d'Ivoire a essayé de saisir des institutions comme la Cour suprême, par exemple? Oui, depuis le 12 juin 2024, nous avons entrepris des démarches. Nous avons saisi, bien entendu, la Cour suprême, nous avons saisi l'Assemblée nationale, notre ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur et toutes les institutions étrangères représentées en Côte d'Ivoire pour leur faire comprendre qu'il y a problème. Vous savez, comme Mme Picheri le disait tantôt, les OSC sont menacés de survie, c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, lorsque nous prenons l'article 22 par exemple, il est écrit clairement que désormais, nous ne pouvons pas mener d'action, nous ne pouvons pas contredire certaines actions. On appelle ça le discréditer. Le discrédit. Parce qu'il faut sortir dans l'article 22 que désormais, par décret, sans décret, on peut dissoudre une organisation de la société civile, ce qui n'est pas normal. Pour nous, pour qu'il puisse avoir une dissolution, il faut d'abord que ce soit une affaire judiciaire. Parce que notre constitution nous donne droit, nous protège les OSC en Côte d'Ivoire et les OSC participent à la préservation de la démocratie. Nous sommes. D'accord. Ce qui concerne, bien entendu, le rôle primordial de la société civile, d'abord, c'est de défendre les intérêts de nos populations. Nous contribuons à la préservation de la cohésion sociale. Donc, lorsque nous sommes menacés de disparition, vous voyez que la démocratie n'existe plus. Et ça pose problème. Vous dites être menacé de disparition, mais cette disparition-là intervient lorsque vos activités ne s'inscrivent pas dans un certain cadre. On a en Côte d'Ivoire une société civile où on voit certaines organisations qui se créent et puis qui s'associent à certaines actions qui ne sont pas forcément louables. Donc, oui, mais je ne crois pas là. Excusez-moi, c'est pour cela qu'il aurait fallu préciser dans ce texte-là le rôle de la société civile. C'est quoi la société civile? Quel est son rôle? Quels sont ses devoirs? Quels sont ses droits? Ça ne figure pas dedans. C'est un code pénal bis qu'on nous présente. Ici, nous n'avons que des obligations et des sanctions. Nous n'avons pas de droits. Il y a un problème. Nous n'avons que des obligations, pas de droits. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la mesure où cette ordonnance vient à être ratifiée à l'Assemblée nationale le 10 mars prochain, quelles seraient les alternatives pour les organisations de la société civile de sorte à continuer leurs activités? Bon, avant même de répondre à cette question, nous n'avons pas exposé sur nos griefs. Parce que ça là, c'est important. Qu'est-ce qui dans l'ordonnance fait que nous ne sommes pas d'accord? Ça, c'est très important. Nous ne sommes pas d'accord parce qu'il y a des définitions imprécises qui pourraient être la porte d'entrée puis des abus et des injustices. Quel type de définition? Quand on dit que la politique, c'est le premier mot qu'ils ont défini, c'est une organisation de la société civile qui n'a aucun lien avec un parti politique ou un groupement politique. Que signifie aucun lien? Qui décide de la nature du lien? Il aurait fallu qu'après la politique, là, comme c'est le même A là, aucun lien là aussi soit expliqué. Aucun lien là, ça veut dire ci, ça veut dire ça. C'est clair. Donc, une loi qui est imprécise n'est pas bonne. Une loi qui est imprécise est imparfaite. Donc, il y a cela. Il y a aussi le fait que on avait demandé dans les consultations de 2019 qu'on ne mette pas ensemble les religieux et la société civile. Pour quelle raison? Parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs. C'est pour ça que la Constitution nous donne nos droits dans des articles différents. La liberté de culte, là, c'est différent de la liberté d'association, de réunion et de manifestation pacifique qu'on reconnaît à la société civile. Les organisations cultuelles ont leur dogme. Et
l'exécutif ne va pas s'ingérer dans les dogmes d'une religion si cette religion ne menace pas la paix sociale. C'est justement, Donc, on n'a pas à nous mettre ensemble. nous sommes en Déjà, parce que ce n'est pas le même type d'organisation. On ne peut pas venir dire à une église dans les dispositions communes qu'il faut qu'on tienne compte du genre. Ça veut dire quoi? Nous sommes, Si moi, c'est une église, parce qu'on a le droit d'avoir des églises, je ne sais pas, il y a des sectes qui existent qui s'appellent église. Si moi, dans mon église, on est toutes des femmes, on dit on adore tel Dieu. Les gens, là, on va prendre ça comment pour faire? dans la théorie, oui, les organisations culturelles n'ont pas de, ne s'ingèrent pas dans des débats liés à la question politique, à la question sécuritaire, mais nous sommes en Côte d'Ivoire. Vous avez été témoin des différentes crises qu'a connues le pays. Et quand est-ce que l'organisation culturelle a été mise en cause? Nous connaissons les différents discours religieux qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, qu'il y a eu dans des campagnes électorales. Donc, c'est sûrement pas de religion que c'est sur ces discours. Un chrétien qui parle, ça n'engage pas l'église. Un musulman qui parle, ça n'engage pas la mosquée ou, je ne sais pas, la religion musulmane. Il faut faire la part des choses. Et puis, à quoi même ça répond de concevoir un texte ou une corporation sans consulter les acteurs de cette corporation? Ça répond à quoi? Si on est vraiment dans une démocratie, ça répond à quoi? Qui les a obligés à faire des consultations en 2019 et puis c'est en 2024 là, on ne peut plus faire de consultation? Quelle est l'urgence de prendre une ordonnance pour que le président de la République prenne une ordonnance sans une loi d'habilitation? Soyons sérieux un jour. D'accord. Merci, Madame Pelchéry-Balé. Merci, Monsieur Ibrahim Yao. Je vais vous demander d'adresser un dernier mot aux téléspectateurs avant que nous puissions conclure cette émission. Merci, je voudrais vous féliciter pour la qualité de cette émission. Vous savez, lorsqu'on touche l'œuvre de Dieu, ça devient très grave dans un pays. Et à travers cette ordonnance, cette nouvelle ordonnance du 12 juin 2024, l'œuvre de Dieu est menacée. Quand nous prenons l'article, par exemple, 69, où on demande à ce que les organisations, la société civile et les organisations culturelles rendent compte à l'État, ça pose problème. On demande à Dieu de venir rendre compte à des humains. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment. Et pour nous, l'année 2025 est une année d'espoir et d'espérance. Parce qu'en touchant l'œuvre de Dieu, on demande à Dieu de se glorifier sur la Côte d'Ivoire. Et je pense que Dieu va se glorifier et nous avons trouvé des solutions. Parce que ça ne va pas rester comme ça. En menaçant l'œuvre de Dieu, en menaçant les acquis de nos jeunes démocraties qui sont protégés par les organisations de la société civile ivoirienne, vous voyez l'existence même du peuple de Dieu est menacée. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous demandons aujourd'hui et plus que jamais, nous lançons un appel aux organisations culturelles, à nos frères et sœurs des autres organisations de la société civile ivoirienne. Le moment est venu pour les Ivoiriens, de monde a touché l'œuvre de Dieu, de nous mettre ensemble autour de la même table et que nous puissions mener sur le même combat. Ça ne sera pas facile, mais avec Dieu, tout est possible. Donc aujourd'hui, et plus que jamais, nous devons pouvoir nous retrouver très rapidement. Parce que ce qui est en train de se passer, si chacun doit mener son combat, nous ne pourrons pas atteindre les objectifs escomptés. Il s'agit pour nous de la survie des OSC et des organisations culturelles. Et comme nous le savons, en Côte d'Ivoire, certaines pensent pouvoir utiliser toujours la violence et les intimidations pour pouvoir s'imposer. Mais l'ordonnance qui vient d'être prise, c'est une ordonnance qui menace quotidiennement la vie des organisations que nous présidons. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, M. Yao. Madame Balé. Oui. Je voudrais préciser que je suis la coordonnatrice du comité de réflexion des élections inclusives, transparentes et apaisées qui regroupe une quinzaine d'organisations de la société civile, dont 2 fêtières. Et nous avons commencé la lutte contre cette ordonnance depuis le 12 juin. Il n'y a pas eu de solidarité des autres organisations de la société civile.
c'est maintenant que les religieux se réveillent, mieux vaut tard que jamais. Mais je pense que quand votre existence est menacée, vous devez mettre de côté les problèmes de leadership et d'ego pour mener des actions communes. Donc, je voudrais m'adresser à toutes les organisations de la société civile et à toutes les organisations culturelles pour dire qu'au-delà de nos réactions individuelles, il serait bien que nous nous rencontrions pour définir une action commune. Et s'il ne tenait qu'à moi seul, j'éprouverais encore l'article 20 de la Constitution sur la liberté de manifestation pacifique pour faire une manifestation devant l'Assemblée nationale le 10 mars 2025. Et comme c'est la prison, ils connaissent, qu'ils viennent nous ramasser. Ils n'ont pas honte. Ils vont rendre compte au monde entier sur l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire. La deuxième chose, c'est nos députés. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a décidé, nous, société civile, qu'on allait sortir de la société civile pour aller conquérir le pouvoir législatif. Parce qu'en principe, les députés et la société civile devaient travailler de concert parce que nous défendons les intérêts du peuple à des niveaux différents. Mais il se trouve qu'à l'Assemblée, il y a un député qui s'appelle Assalé Tiemoko. C'est lui seul qu'on entend sur les problèmes des populations. Les autres, là, c'est les points qui concernent les partis, là, qui les intéressent. Pourtant, c'est nous. Ils vont venir demander nos suffrages pour qu'on les vote. Mais nos problèmes ne les intéressent pas. Donc, ils se saisissent. Ce qui est sur nous, là, en 2025, là, on va compétir avec eux. Mais en attendant, s'ils veulent sauver leur peau, vraiment, qu'ils puissent considérer que cette ordonnance ne menace pas que les organisations de la société civile, mais elle menace tous les Ivoiriens parce que chacun a sa religion. On a 42% de musulmans, 34% de chrétiens, ça fait 76%. Si vous ajoutez les autres religions, on a au moins 90% des 29 millions d'habitants qui sont concernés par cette ordonnance. Donc, qu'ils se rappellent qu'ils aient un sursaut d'orgueil pour rejeter cette ordonnance-là, pour ne pas faire un vote moutonnier. La troisième chose, c'est le président de la République. Parce que c'est lui, finalement, qui a pris l'ordonnance. C'est lui qui a signé. Et comme il est tout puissant, c'est lui seul qui peut décider de retirer cette ordonnance. Et donc, ce qu'on aimerait préciser, c'est que l'ordonnance a été élaborée sur les conseils d'une partie de la société civile qui travaille contre ses propres intérêts, qui a donné des conseils au ministre de l'Intérieur pour produire ce texte-là. Et quand le ministre de l'Intérieur le propose au gouvernement, on se dit, ces conseillers sont bien, on valide, n'est-ce pas? Mais il a trompé le président de la République, lui-même on l'a trompé. Donc, nous, on peut ne pas compter aux yeux du président. C'est pour ça qu'il nous jette en prison tous les jours. Mais Dieu est au-dessus de nous tous. Là où maintenant, ça va menacer tout le monde, même les lieux de culte, il y a un problème et nous, on voudrait vraiment l'interpeller pour lui demander de lever le pied. Tout ce qu'on demande, c'est des consultations autour de ce texte-là pour qu'il soit consensuel, pour qu'il n'y ait pas de problème si vraiment on est en démocratie. Merci Madame Balé. Très chers téléspectateurs, ainsi prend fin votre numéro d'Autrement politique. Ce soir, nous avons exploré 3 grandes thématiques qui touchent à la gestion de l'État, à l'espace politique et à l'engagement citoyen. Cela nous rappelle combien de fois il est important d'entendre toutes les voix pour bâtir une démocratie plus forte et inclusive. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée.